Je me suis réveillée tôt ce vendredi-là. Ma valise était déjà bouclée depuis la veille, 2 tenues de rechange, un pull au cas où il ferait froid dans la cabane, et une bouteille de vin que je gardais depuis Noël. Maman avait dit que toute la famille serait là. Ton père a loué quelque chose de sympa dans le Yosemite, m'avait-elle dit au téléphone, la voix plus enjouée que d'habitude. Tu vas enfin pouvoir souffler un peu, Marie. Cela faisait longtemps qu'une telle invitation n'avait pas semblé chaleureuse. Mais j'ai dit oui. À 7h10, j'étais garée devant leur maison, comme elle me l'avait demandé. Le van était déjà devant un de ces énormes sprintés noirs aux vitres teintées, avec un chauffeur privé qui avait l'air plus confus qu'accueillant. Il tenait une tablette à pince à la main et m'a demandé. « Votre nom ?» « Mary Carter », ai-je répondu. Il a parcouru la liste, l'a relue, puis a levé les yeux. « Je ne vous vois pas ici, madame. » Je pensais qu'il plaisantait, mais la tablette, elle, ne souriait pas. À ce moment-là, la porte latérale s'est ouverte et Ryan, mon petit frère, s'est penché en souriant comme si on se retrouvait à une réunion d'anciens élèves. « Sœurette. Tu es venue. » « Apparemment non, ai-je répondu en désignant la tablette. Ryan a haussé les épaules. « Ouais, à propos de ça. Ce voyage est plutôt pour ceux qui continuent à se montrer, tu vois. » Il a levé une flûte de champagne à moitié vide. « Tu travailles tout le temps. On s'est dit que tu comprendrais. » Dans le van, j'ai entrevu maman Hélène Carter recroquevillée contre la fenêtre, ses lunettes de soleil sur le nez. Elle ne m'a pas fait signe. Papa, Richard, bidouillait un haut-parleur Bluetooth. Personne n'avait l'air surpris de me voir, mais personne n'a fait de place non plus. J'ai hoché la tête une fois, non par accord, juste pour signifier que j'avais compris. Puis je me suis éloignée, et glissé la main dans la poche de mon manteau et ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. 3 balayages, un clic, écran de confirmation, carte de dépenses familiales gelée. Le chauffeur m'a regardé de nouveau, mais j'étais déjà en train de retourner à ma voiture. Personne ne m'a appelé. Personne n'a demandé pourquoi. Sur le chemin du retour, la bouteille de vin a doucement cliqueté sur le siège passager, encore fermé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas accéléré. Je me suis juste assise avec ce sentiment, le poids d'avoir été presque invitée. Il s'avère que je n'avais pas besoin d'être sur la liste pour finir par payer le voyage. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est ça, le problème avec l'effacement progressif, on ne le remarque que lorsque l'espace qu'on occupait a complètement disparu. Tout a commencé par un appel en 2012. Papa, Richard, avait perdu quelques heures de travail. Juste une mauvaise passe, avait-il dit. L'hypothèque va bien. On ne te demande pas d'argent. Mais à la fin de cet appel, j'avais proposé de co-signer un refinancement. Ça me semblait être la bonne chose à faire. Puis il y a eu l'opération dentaire de maman. $6 000. Elle pleurait au téléphone, disait que la douleur l'empêchait de dormir. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'ai payé la facture directement à la clinique. Plus tard, je l'ai entendu dire à tante June, lors d'un barbecue familial, qu'elle avait réussi à s'en sortir toute seule grâce à un peu d'astuce dans le budget. Elle ne m'a même pas regardé. Quand Ryan s'est retrouvé dans une histoire de dette de jeu, une mauvaise créance et un ami qui s'était volatilisé avec l'argent, j'ai viré $5 000 sur son compte. Il a dit que c'était une catastrophe unique. 2 mois plus tard, il a posté une photo de Coachella avec la légende, ça valait chaque centime. Bien sûr, il ne m'a pas identifié. Ce Noël-là, j'ai acheté un nouveau radiateur et je l'ai fait livrer chez eux en urgence parce que maman disait que la chaudière faisait encore des bruits étranges. Elle m'a envoyé un remerciement en me transférant un coupon pour des draps en flanelle. Tu devrais te reposer, m'a-t-elle écrit. Tu travailles trop. À chaque dîner de famille, j'étais soit au téléphone dans la cuisine, soit en train de réparer leur Wi-Fi pendant que les autres mangeaient le dessert. Quand Ryan arrivait avec une tarte du supermarché, ils allumaient des bougies. À un moment donné, je me suis dit que c'était juste une question de timing, que j'habitais plus loin, que mon travail me rendait moins disponible. Mais la vérité, c'est qu'ils ne m'ont jamais demandé d'être présente, seulement d'être utile. L'été dernier, papa m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Il ne se souvenait plus de son mot de passe bancaire en ligne. Je l'ai réinitialisé à distance. Une semaine plus tard, un virement est parti vers un centre de nettoyage de voitures au nom de Ryan. Quand j'ai demandé des explications, papa a dit qu'il avait besoin d'un coup de pouce pour se remettre sur pied. Tu sais ce que c'est. Et je savais. C'était bien ça, le problème. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, je répondais présente.
Pas physiquement ça, c'était le rôle de Ryan. Il apportait des chips, oubliait de sortir les poubelles, partait tôt, mais il était là. Et apparemment, la présence comptait plus que les contributions. Il dépeignait Ryan comme le fils loyal, celui qui restait proche. Moi, j'étais le processus en arrière-plan invisible, mais indispensable. On ne s'en rend compte que quand ça disparaît. À Thanksgiving dernier, j'ai envoyé une carte avec un mot écrit à la main. Un vrai. Je l'ai signé, avec amour, Marie. Elle n'est jamais apparue sur le manteau de la cheminée. Il y avait une photo de groupe, pourtant. Ryan tenant le couteau à découper comme un trophée. Papa avec un bras autour de lui. Maman souriante, les joues rosies. Quelqu'un avait utilisé un filtre qui faisait briller la table en or. Il y avait une chaise vide dans un coin. J'ai reconnu le pull posé sur le dossier, c'était celui que j'avais laissé là l'année d'avant. Il m'avait littéralement effacé de ma propre place. Et pourtant, j'ai continué à payer. Un mois de plus, une facture de plus, une contribution silencieuse de plus. Pas parce qu'il me le demandait, mais parce que ne pas aider me semblait être une trahison. Et peut-être que je croyais, au fond, que si je continuais à dire oui, ils finiraient par me voir. Ils ne l'ont pas fait. Les appels ont commencé avant midi. D'abord maman, un message vocal à la voix aiguë et fragile. Marie, il y a un problème avec la réservation. La carte ne fonctionne pas. Est-ce que tu aurais changé quelque chose? Puis papa, plus agacé qu'inquiet. Tu peux juste régler ça? On est planté à la réception comme des idiots. Je n'ai pas répondu. Les messages sont arrivés ensuite, frénétiques, qui se chevauchaient. Ryan a envoyé un selfie de lui et maman devant le chalet, pouce vers le bas, avec la légende. Voyage en famille écourté. Certaines personnes ne savent pas lâcher prise. Aucun contexte, juste l'insinuation. J'ai mis le groupe en sourdine. À la place, j'ai appelé Jasmine. Elle était une amie discrète depuis des années, une ancienne collègue devenue consultante en cybersécurité. On se retrouvait une fois par mois pour un café, quand nos emplois du temps le permettaient, ce qui était rare. La dernière fois que je l'avais vue, je l'avais aidée à régler les impôts de succession de sa tante. Elle m'avait dit qu'elle me devait un service. Je veux juste savoir si quelque chose d'étrange se passe à mon nom, lui ai-je dit. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être un abonnement oublié, ou un compte en double quelque part. Mais Jasmine était minutieuse. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un dossier crypté. À l'intérieur, une demande de carte de crédit datant de 3 semaines à mon nom, avec ma date de naissance, mon numéro de sécu, mais l'adresse de Ryan. Une tentative de connexion suspecte à mon compte retraite depuis un appareil inconnu, étiqueté « Maison Carter ». Un appel au service client de ma mutuelle enregistré, c'était maman, qui se faisait passer pour moi. Elle essayait de modifier mon adresse postale et d'ajouter un ayant droit nommé Ryan. Le froid ne m'a pas envahi d'un coup. Il s'est insinué lentement, comme un courant d'air venant d'une porte qu'on ne savait pas ouverte. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de permission, de la facilité avec laquelle ils avaient supposé que je ne remarquerais rien, ou pire, que je remarquerais et que je me tairais quand même. Je me suis assise dans mon appartement ce soir-là, lumières éteintes, ordinateur ouvert, la bouteille de vin toujours intacte sur le comptoir. Je n'en avais pas besoin. La douleur était déjà bien présente dans ma poitrine. Ryan m'avait emprunté $5 000 et ne les avait jamais remboursés. Papa avait glissé des dépenses à mon nom. Maman s'était fait passer pour moi. Et moi, je leur avais envoyé une tarte. Pendant des années, j'ai laissé le bénéfice du doute adoucir chaque chose. Peut-être que c'était un accident. Peut-être que c'était le stress. Peut-être qu'ils avaient voulu me demander mais avaient oublié. Mais les signatures étaient claires. Les dates correspondaient. Les transactions n'étaient pas des erreurs. C'étaient des habitudes. Je ne leur ai pas répondu. Je n'ai rien expliqué. Je me suis contentée de fixer l'écran, laissant le silence s'installer, épais et définitif. S'ils voulaient que je sois la méchante, je pouvais l'être. Mais je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais des preuves. J'ai commencé par les choses faciles, capture d'écran de virement que je n'avais pas autorisé, relevé bancaire avec des frais qui ne m'appartenaient pas, $140 ici, 78 là. La plupart assez petits pour passer inaperçus, mais qui s'accumulaient non seulement en valeur, mais en mépris. Puis sont venus les historiques Venmo. Ryan avait envoyé $500 à sa copine avec la mention « pour la cabane ». Le même week-end où il m'avait dit qu'il n'avait pas de quoi payer son loyer. La même cabane où je n'étais pas invitée.
J'ai fouillé les historiques de mai. Ensuite, une alerte déclenchée par mon logiciel fiscal. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mon compte depuis une adresse IP inconnue, horodatée à 3h14 du matin, 2 jours après que j'avais gelé la carte familiale. Je suis retournée à l'appel de l'assurance. Jasmine avait isolé l'audio proprement. Je l'ai écouté une fois, puis 2, puis 3. La voix de maman, calme et agréable, répondait aux questions de sécurité comme si elle avait fait ça 100 fois. Oui, c'est sa date de naissance. Oui, elle ajoute un ayant droit. Il s'appelle Ryan Carter. Il n'y avait pas un seul tremblement dans sa voix. Je me suis souvenu qu'une semaine avant, elle m'avait envoyé un message. J'espère que tu restes bien au chaud. Il fait froid ici sans toi. C'était visiblement la vérité, mais pas dans le sens que j'avais cru. J'ai commencé à tout organiser. Un dossier sur mon bureau, intitulé « Ce que coûte une famille ». À l'intérieur, des relevés bancaires annotés, des captures d'écran des publications de Ryan sur les réseaux, se moquant de « ceux qui ne viennent jamais », l'enregistrement de l'appel de maman à la mutuelle, un email de papa datant d'il y a 6 mois. « Tu peux transférer le paiement de la voiture de mon compte au tien ? Juste temporairement. Ne le dis pas à ta mère, elle s'inquiète. » Et enfin, un dernier fichier, une photo de Thanksgiving. Tout le monde riait autour de la table. Ma chaise vide. Une tarte que j'avais fait livrer encore dans sa boîte, intacte. Dans un coin, Brittany, ma cousine, souriait à quelque chose que Ryan venait de dire. Je me suis rappelé qu'elle riait toujours quand on me corrigeait en public. Elle le faisait encore. J'ai fixé cette photo plus longtemps que les autres. Pas parce qu'elle faisait plus mal, mais parce qu'elle ne me surprenait plus. Il existe un genre de chagrin qui ne vient pas d'une perte, mais du fait de voir enfin ce qui n'a jamais existé. Je ne pleurais pas ce que j'avais perdu. Je pleurais ce que j'avais fait semblant d'avoir. J'ai sauvegardé le dossier 2 fois, une fois sur un cloud, une fois sur une clé USB que je gardais scotchée sous mon bureau. Je l'ai envoyé en copie cachée à Jasmine et à mon avocate, simplement étiqueté par les initiales, CF, ce que coûte une famille. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Je ne prévoyais pas de l'envoyer à qui que ce soit. Pas encore. Mais j'avais besoin que cette vérité existe quelque part, en dehors de ma tête. Quand on passe des années à être manipulé par des gestes gentils, des phrases comme « tu es trop sensible » ou « tu prends tout mal », on finit par perdre pied avec la réalité. Ce dossier, lui, était réel. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais même pas besoin qu'il comprenne. J'avais juste besoin d'un dossier. D'une preuve que je n'avais rien imaginé. Le lendemain matin, j'ai imprimé une page de couverture. 3 mots en noir gras, ce que coûte une famille. Puis je l'ai glissé dans une enveloppe que j'ai placée sous le miroir dans mon couloir. Pas pour eux, pour moi. Pour que la prochaine fois que je commencerai à douter de moi, je sache où regarder. L'invitation est partie un mercredi matin. Objet, finances familiales, 15 minutes. Pas d'explication, juste un lien et un horaire. Vendredi à 19h. Maman a répondu avec un emoji pouce levé. Papa a renvoyé, merci d'être l'adulte. Ryan n'a pas répondu. À 18h58, j'étais assise à ma table de cuisine, l'ordinateur ouvert, la bouteille de vin toujours intacte à mes côtés. Je n'avais jamais eu aussi peu envie de boire. Ils se sont connectés à l'heure. Maman s'était bouclé les cheveux. Papa portait une chemise à col, comme s'il pensait que c'était un entretien d'embauche. Ryan est arrivé en dernier, mâchant du chewing-gum, le menton appuyé dans la main. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Je n'ai rien dit. J'ai simplement partagé mon écran. Un dossier est apparu, ce que coûte une famille. La première diapositive était un relevé bancaire, un virement de $600 depuis mon compte courant vers un fournisseur de pièces automobiles. Adresse de facturation, Ryan Carter. Papa s'est penché, plissant les yeux. La suivante était un email provenant du compte Gmail de maman, resté connecté sur mon iPad à Noël dernier. Marie aide toujours. Elle ne remarquera même pas. Maman a tressailli. La troisième, une photo de Thanksgiving, ma chaise vide, la tarte intacte, le sourire figé de Brittany comme un point final. Je n'ai rien expliqué. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. Un enregistrement audio a été lancé, maman répondant à des questions lors d'un appel à la mutuelle, se faisant passer pour moi. Le son était clair, les réponses assurées. Quand ça s'est terminé, la pièce même virtuelle est restée silencieuse. Papa a été le premier à parler. Marie, dit-il d'un ton posé. Ce n'est pas.
Ce n'était pas malveillant. Tu as toujours été doué pour ce genre de choses. Ryan a levé les yeux au ciel. Jésus, c'est juste des factures. Tu veux faire exploser la famille pour des tableurs? La voix de maman s'est brisée. On avait des difficultés. On pensait que tu comprendrais. Je les ai regardés, mes parents, mon frère, des visages que je connaissais depuis toujours, soudain étrangers. Je comprenais, ai-je dit doucement. Je comprenais tout. Personne n'a répondu. J'ai mis fin à l'appel. Pas de déclaration, pas de mot final, juste un écran vide et le clic discret de la déconnexion. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti une gravité, celle qui survient quand quelque chose trouve enfin sa juste place. Aucun d'eux ne m'a rappelé ce soir-là. Je n'ai dit à personne que je partais. Je n'ai pas écrit de mots d'adieu ni envoyé de messages dramatiques. J'ai simplement commencé à passer des appels. D'abord à la banque hypothécaire. J'avais co-signé le prêt de la maison il y a 12 ans, quand papa disait qu'il ne pouvait pas obtenir le crédit seul. J'ai déposé les documents de renonciation de responsabilité, fourni des copies de leurs revenus, et j'ai eu la confirmation en 48 heures. Ensuite, la banque. J'ai révoqué toutes les autorisations partagées, la carte de secours que maman utilisait, au cas où, le compte commun que papa utilisait discrètement pour payer les charges, les paiements automatiques que Ryan avait liés à mon nom. Chaque connexion, chaque annulation me faisait lever un poids dont je n'avais même pas conscience. J'ai contacté mon comptable. Il y a des années, j'avais mis en place un petit fonds fiduciaire. Rien de grand, juste quelques investissements et obligations que je ne touchais pas. Ma famille y figurait comme bénéficiaire secondaire. Ça a changé. Désormais, le fonds était destiné à un programme pour étudiants de première génération. Je n'avais pas besoin de connaître leur nom. Je devais juste savoir qu'ils n'étaient pas les miens. J'ai déménagé la semaine suivante, pas très loin, mais suffisamment. Je n'ai mis à jour mon adresse qu'auprès du service RH de mon entreprise. Mon nouveau bail était signé via un service de confidentialité. Les factures d'électricité étaient à mon nom uniquement au mien, redirigées par un prestataire sécurisé. Personne ne pourrait les falsifier cette fois. J'ai acheté un second téléphone, avec une nouvelle carte SIM, de nouveaux contacts, un nouveau numéro. L'ancien est allé dans un tiroir. Je l'ai éteint sans même regarder les notifications. Il resterait éteint, un cimetière de noms qui savaient autrefois comment me trouver, mais qui n'en avaient plus la permission. Ce n'était pas une vengeance. Je ne voulais pas les voir souffrir ou se demander où j'étais passé. Je ne voulais juste plus être joignable. Ils m'avaient traité comme une infrastructure silencieuse, fiable, toujours disponible. Je ne l'étais plus. La seule lettre que j'ai envoyée fut adressée au propriétaire de mes parents, une copie du formulaire de renonciation, une copie de l'historique des loyers impayés, une ligne unique. Veuillez me retirer de cet arrangement. Je ne suis plus responsable. Il m'a appelé pour confirmer, la voix stupéfaite. Ils disent toujours que vous vous êtes porté volontaire. J'ai ri, juste une fois. Ils parlent comme si je n'avais pas eu le choix. Et peut-être qu'un temps, je ne l'ai pas eu. Mais maintenant, si. Et j'ai choisi de disparaître non par rancune, mais par respect de moi-même. 6 mois ont passé calmement, comme du brouillard sur une route que je ne prenais plus. Pendant tout ce temps, personne n'a frappé à ma porte. Aucune visite surprise, aucune lettre avec une adresse que je reconnaissais, juste du silence, celui qui ne résonne pas, celui qui remplace les excuses par l'absence. J'ai appris de nouveaux rythmes. Mon nouvel appartement était petit, mur blanc, sol sombre qui craquait le matin. Le café à 2 rues connaissait mon prénom, rien d'autre. Mon frigo était plein. Mon téléphone ne sonnait que pour des gens que j'avais choisi de garder. Je n'ai jamais repris l'ancien téléphone, pas une seule fois. Mais parfois, les nouvelles me parvenaient quand même. Un ancien camarade de classe m'a transféré une publication Facebook de maman, une photo floue de leur salon à moitié éclairé, légende. Parfois, les gens qu'on élève oublient qui les a élevés. Ryan avait aimé la publication, puis commenté. Certains ne viennent que quand les lumières sont allumées. Je n'ai pas ri, mais j'ai fermé l'application. La dernière fois que j'avais entendu parler d'eux, le courant avait encore été coupé. Tante June a appelé un après-midi. Elle a dit. Si seulement tu expliquais à quel point c'était dur. J'ai raccroché avant qu'elle ne termine. Ils savaient tous. Mais savoir, c'est agir. Et agir, c'est risquer. Il est plus facile de regarder quelqu'un porter le poids que de l'aider à le déposer. Le dernier message est venu de papa.
Une enveloppe, écriture bancale, encre bleue. 3 pages sur l'héritage, les liens du sang, une supplique pour recoller les morceaux. Je l'ai déchirée en 2, puis encore, jusqu'à ce qu'elle tienne dans la poubelle. Il n'avait pas mis d'adresse de retour. Il a envoyé une autre lettre plus courte, plus en colère. Tu le regretteras. Tu es toujours notre fille, que ça te plaise ou non. J'ai envoyé une dernière réponse, une phrase, en gras, centrée. Je n'ai jamais été à vous. J'étais juste utile. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Le nouveau paillasson est arrivé ce vendredi-là. Fond gris, typographie propre. Je l'ai posé devant ma porte et l'ai enjambé en revenant des courses. Il disait. Ce n'est pas votre issue de secours. Et c'était suffisant. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé. Ni à eux, ni même ici. Peut-être que tu étais celle ou celui qui payait, restait silencieux, continuait de venir jusqu'au jour où tu n'es plus venu. Peut-être qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi. Mais si cette histoire t'a rappelé quelque chose que tu n'as jamais su dire à voix haute, laisse juste un signe que tu es encore là, un mot qu'ils ne t'ont jamais dit, un point, une date, ou rien du tout. Parfois, le silence est la réponse la plus bruyante. Tu n'as pas à revenir. Dis-nous juste que tu t'en es sorti.